Les propos tenus dans cette émission ne reflètent que l'opinion et ou les recherches de la ou les personnes invitées et n'engagent qu'elles. Salut à tous, il y a quelques semaines, nous vous avons proposé la première partie d'une émission consacrée à un ufologue, pas comme les autres, Jimmy Guilleux. Il y avait tant de choses à raconter qu'on a décidé d'en faire une deuxième partie. Et notre conteur, c'est Stéphane Royer, qui représente les repas ufologiques de Paris. Stéphane, effectivement, on s'est arrêté lors de la première émission. Au début des années 80, il y a l'affaire Sergi Pontoise, il y a Temps X, et on va continuer à dérouler et à découvrir ce personnage incroyable qui est Jimmy Guilleux. Oui, parce que c'est un personnage hors du commun, qui a une vie très riche, effectivement, et encore, on pourrait consacrer plusieurs émissions, hein. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont liées à Jimmy, à ce qu'il a vécu, à ce qu'il a écrit, à ce qu'il a fait. Voilà, donc on va vraiment aborder cette deuxième étape de sa vie aujourd'hui. Donc peut-être commencer par un récap très rapide sur l'affaire Sergi Pontoise. Je sais que tu en as parlé sur ta chaîne, par la voix des gones. Hein. Donc Sergi Pontoise, qu'est-ce que c'est? C'est l'enlèvement d'un jeune homme, Franck Fontaine, le 26 novembre 1979. Il va disparaître, alors d'abord on va dire une semaine, puis après on va s'apercevoir que c'était pendant 5 jours. Voilà. Bon. Donc Franck Fontaine est ce qu'on appelle à l'époque un marginal. C'est un forain, il vend des vêtements, etc. Il squatte avec quelques-uns de ses amis que sont Jean-Pierre Prévost et Salomon Ndiaye El Mama, donc, comme son l'indique, quelqu'un d'origine africaine. Et donc en fait tous les trois, à un moment donné, lorsqu'ils vont charger leur break pour aller sur les marchés, notamment le marché de Gisors si je me souviens bien, ils vont constater qu'il y a une boule de lumière qui entoure la voiture dans laquelle se trouve Franck Fontaine. Il est dans la voiture parce qu'il n'y a plus de démarreur, donc il faut garder le contact allumé. Bon. Donc Franck Fontaine va disparaître, la voiture va être déplacée par cette boule de lumière, et pendant 7 jours, ça va être la grande angoisse. La presse va s'en mêler, Jimmy Guilleux aura vent effectivement de l'affaire, et il va se rendre jusqu'à Sergi Pontoise. Il va essayer de rencontrer effectivement la mère de Franck Fontaine, et il va présenter pour les rencontrer donc un article de presse dans lequel il est marqué « J'y crois », parce qu'il aura été interviewé bien sûr sur ce sujet-là. Donc l'enquête va être menée. Il va même inviter Jimmy, donc le trio chez lui à Aix-en-Provence, dans son appartement du 11 Traverse Malakoff. Et du coup, là, il va pouvoir vraiment mener l'enquête, les interviewer, plonger sous hypnose Franck Fontaine, mais qui est réticent. On va voir après que ça va être surtout Jean-Pierre Prévost qui, sous hypnose, va révéler tout un tas d'informations et qui va se révéler comme l'un des contactés, effectivement, de cette affaire-là, même si lui n'a pas été enlevé. Voilà. Chose curieuse. Mais ce n'est pas la première fois que ça arrive dans la sphère ufologique. Donc ça, c'est intéressant. Alors, le cas va être très décrié. Hein. Voilà. Oui, on l'a dit ici. Hein, bien il sûr, va y avoir les rationalistes, il va y avoir plein de gens qui vont effectivement les accuser de fraude. Ça va être très loin. Hein. Il faut savoir une chose, c'est que effectivement, Jean-Pierre Prévost est quelqu'un qui va complètement dénaturer l'affaire, qui va se retourner contre ses camarades, qui va les traiter d'escrocs, de menteurs, en disant qu'il a inventé toute l'affaire pour se faire de l'argent. Alors effectivement, il y aura de l'argent, mais pas tant que ça, puisque Jimmy va écrire un livre sur cette histoire qui s'appelle Contact OVNI Sergi Pontoise, qui paraît effectivement, c'est marée bonne, au mois d'avril 80, et qui va défrayer la chronique. Alors il faut noter que ce livre est écrit par Jimmy, mais parmi, effectivement, on voit les affiches ici, puis les nombreuses rééditions, Poche et Françoisire, où on a effectivement les trois autres, qui sont co-auteurs. Voilà, les 3 protagonistes de l'affaire sont les co-auteurs, et Jimmy a choisi de diviser en 4 ses droits d'auteur. Peu d'auteurs, à mon avis, le feraient. Oui, bien sûr. Il faut le signaler au passage. Donc on ne va pas dire que Jimmy a voulu se faire de l'argent sur l'histoire, parce qu'il n'a pas forcément gagné beaucoup d'argent cette histoire-là. Bon, ce qu'il a voulu faire, c'est effectivement enquêter et porter à la connaissance du public une histoire d'enlèvement, l'une des plus célèbres en France, avec Marius de Wild, avec Maurice Mas et quelques autres. Et donc en fait, cette histoire-là, elle va arriver aux oreilles des frères Bogdanov, qui, comme tu le sais, à l'époque anime une émission que moi j'adorais suivre les samedis après-midi, qui s'appelle Temps X. Voilà. Et Temps X va traiter de science-fiction, mais ils vont aussi inviter... D'anticipation. Alors d'anticipation, mais ils vont aussi inviter des auteurs ufologiques. On va avoir des gens comme Jean-Pierre Petit, comme Maurice Chatelain, qui est un ancien scientifique de la NASA, qui va parler effectivement d'intervention extraterrestre, mais dans les temps anciens. Et dans cette émission de Temps X qui va passer le 26 avril 1980,
Donc on va voir les frères Bogdanov qui vont interviewer bien sûr Jimmy Guilleux. Et sur le plateau, on va voir sur les photos, effectivement, à un moment donné, donc les 3 protagonistes. Donc à côté de Jean-Pierre Prévost, donc on le voit là, c'est la photo du milieu, et en bas à droite, on a Daniel Huguet, qui est l'hypnotiseur de l'IMSA, avec lequel travaille énormément Jimmy, qui va plonger en état d'hypnose Jean-Pierre Prévost. Ce qui est génial, c'est que déjà, parce qu'on parle beaucoup sur BTLV et depuis quelques années d'hypnose régressive, mais on voit déjà qu'à cette époque-là, on est en 1980, on utilise l'hypnose pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans la tête chez quelqu'un, quoi. Il faut savoir que ça a commencé dans les années 60. Hein. Ouais, c'est ça. C'est le cas de Betty et Barney Hill, qui a été l'un des premiers couples abductés aux États-Unis, qui va régresser sous hypnose et qui vont révéler justement le fond de l'affaire grâce à cet outil-là. Donc c'est pas nouveau, c'est vraiment le début des années 60 où l'hypnose apparaît dans ce domaine. Ensuite, il ne faut pas oublier une chose, c'est que pendant les 17 minutes que dure l'émission Temps X, on va avoir une longue interview de Jimmy, bien sûr, entrecoupée d'informations révélées sous hypnose par Jean-Pierre Prévost. Et à ma connaissance, c'est la seule émission en France où on va avoir en direct une séance d'hypnose sur pas un abducté, mais en tout cas là, quelqu'un qui a été vraiment en contact avec une entité soi-disant extraterrestre. Voilà. Donc ça, il faut le souligner parce que c'est entré dans les annales de l'ufologie. Oui, et puis et c'est aussi, il faut rendre à César ce qui appartient à César, parce qu'en fait, c'était couillu aussi de la part des frères Bogdanov. Complètement. Quand même, voilà. Et puis donc, on est dans les années, au début des années 80, comme disait la chanson de Hayam. Il écrit peu de romans à cette époque-là. Oui, parce qu'en fait, Jimmy est toujours sous son contrat qui voit les rééditions de ses romans. Alors bon, de temps en temps, il change des petites choses comme ça, notamment les modèles de voitures. Enfin, il réactualise ses romans. C'est le contrat qu'il a avec Gérard de Villiers, chez Plomb d'abord, Presse de la Cité. Enfin, ça va changer de nom au fil du temps. Et il va écrire quelques inédits. Donc 80, c'est Yerouche, la planète promise, qui est un roman qui parle effectivement de fin des temps et d'enlèvement de quelques élus, entre guillemets, par des extraterrestres. Et en 84, un roman qui s'appelle Les Fils du Serpent, qui parle justement de néo-herméneutisme et néo-évémérisme, c'est-à-dire l'interprétation des mythes anciens par la présence d'extraterrestres. En gros, on a une lignée extraterrestre qui a eu des descendants en France. Donc voilà, il va parler des Mérovingiens, etc. Alors c'est tout à fait discutable, mais en tout cas, il part sur cette hypothèse. Les Mérovingiens qui ont un lien avec Jésus dans... Peut-être, ça c'est une hypothèse développée par le Da Vinci Code. Exactement. Et quelques autres, Henri Lincoln derrière, bien sûr, etc. Exactement. Et j'en viens à Prometheus, qui est un film de Ridley Scott, dans lequel, au départ, Ridley Scott voulait évoquer cette théorie et en fait mentionner que les extraterrestres ne venaient plus nous voir parce qu'on avait tué Jésus qui était lui-même un extraterrestre. Donc bon, voilà. Alors, moi je n'irai pas jusque-là. Non mais ça faisait partie du scénario original de Prometheus et finalement Ridley Scott s'est dit ça va trop loin, je peux pas faire ça, mais il l'avait après dit dans quelques interviews. Alors on va se retrouver en 1982 et là c'est intéressant parce que il va se passer quelque chose dans une émission animée par quelqu'un qui a été très longtemps sur BTLV, que je connais très très bien, avec lequel j'ai fait quelques émissions et j'ai même présenté deux congrès à Montréal. C'est Richard Glenn. Il a très vite eu du succès, Richard, parce qu'il avait une émission qu'il a toujours d'ailleurs maintenant sur la toile, qui s'appelle Ésotérisme expérimental. Alors même si elle a quelque peu vieilli, à l'époque elle était novatrice et il a eu un succès monstrueux. On se souvient même que Gad Elmaleh a appris l'accent québécois en écoutant, il l'avait dit lors d'une interview, Richard Glenn, parce qu'il était passionné par les ovnis. Bah tu vois, j'ignorais cet aspect-là. Donc ésotérisme expérimental qui va être interrompu. Oui, alors, comme j'ai dit tout à l'heure, Jimmy va profiter de toute cette période-là, qui voit la réédition de certains de ses romans, pour voyager, rencontrer effectivement un certain nombre d'ufologues, de témoins. Alors peut-être pas du monde, mais en tout cas, il va aller beaucoup sur le continent américain. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, il adore le Québec. Il est allé une première fois à la fin des années 70, comme on en a parlé dans la précédente émission. Donc là, il va rencontrer bien sûr Richard Glenn dans son émission. Il va faire une conférence dans l'Université de Montréal. Ouais. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des problèmes techniques. Donc on va voir effectivement des fadings sur l'image vidéo et ça va s'arrêter. Bon, Jimmy, en plaisantant à moitié, suggère est-ce qu'il faut donner un coup de pied dans la boîte pour que ça marche. Voilà, bon, effectivement, ça va s'arrêter. Et ce qui est intéressant, c'est que la semaine suivante, nouvelle émission d'ésotérisme expérimental. Et là, Richard Glenn commence en disant, voilà, la semaine dernière, notre émission s'est arrêtée parce qu'il y a eu un ovni qui est passé
au-dessus de l'université et qui a provoqué la fin de l'émission. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont les témoins qui étaient là. Et il leur cède le micro, et effectivement, quelques-uns vont raconter ce qui s'est passé, et Jimmy, derrière, va revenir là-dessus, va expliquer l'hypothèse avec, effectivement, peut-être le champ électromagnétique qui aurait interféré avec les caméras. Voilà, donc ça, c'est une émission d'anthologie, parce qu'effectivement, en direct, il s'est passé quelque chose. C'est pas la première fois où Jimmy vit des choses, est témoin. Le paranormal le suit, en fait. Pendant une grande partie de sa vie, ça va le suivre. Voilà. On pourra en parler beaucoup, notamment sur quelqu'un qui l'a suivi dans le livre du paranormal, en 73, qui s'appelle Jean-Claude Pantel, qui est effectivement un médium. Enfin, un médium. C'est quelqu'un qui subira des effets physiques, des matérialisations de lames de rasoir, de billes, des matérialisations d'oranges, de pommes, etc. Enfin, il y a énormément de choses. Et il se trouve qu'au fil des ans, Jimmy va découvrir que c'est quelqu'un qui aurait été contacté par une ethnie certainement extradimensionnelle, qui lui aura fait vivre justement ce genre d'épreuve un peu initiatique, quelque part. Voilà. Donc, ésotérisme expérimental, donc si vous voulez, il y a quelques émissions sur BTLV avec Richard Glenn, et puis on va se retrouver cette fois-ci en 1986. Pourquoi 86 ? Parce que, et là c'est important, parce que effectivement les contactés intéressent énormément Jimmy Guilleux, parce qu'il comprend qu'il y a peut-être un lien chez certains avec des dimensions qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne connaît pas. Des gens contactés, et quelle que soit leur classe sociale, leur couleur de peau, leur religion, il y a des choses qui se passent, et il va en faire un bouquin, Le monde étrange des contactés. Alors, absolument, comme tu l'as dit, le phénomène ufologique n'exclut personne. Ouais. En cela, on peut dire qu'effectivement, il n'y a pas de racisme dans le domaine de l'ufologie, quelle que soit la catégorie sociale, que ce soit l'origine, l'âge, le sexe, tout le monde est abducté. Enfin, tout le monde ou presque. Il n'y a pas donc d'exclusive. Et là, on voit effectivement donc l'ouvrage que Jimmy sort en 1986. Donc, c'est 13 ans après son dernier ouvrage, qui était le livre du paranormal. Mais c'est pas un ouvrage consacré à l'ufologie, le livre du paranormal. Son dernier ouvrage, c'était 56 sur l'ufologie. Bien sûr. Voilà. Donc c'est pas quelqu'un qui a écrit énormément d'ouvrages dans le domaine de l'ufologie, mais qui a plutôt été faire des conférences parce qu'il préférait être au contact des gens, les rencontrer, écouter leurs témoignages et donner des informations. Voilà. À travers des photos qu'il passait, voire un film aussi qu'il a diffusé au Québec notamment, lors d'une tournée. Donc lui, il va vraiment voyager pendant toute cette période-là, le début des années 80, et le résultat, on sera justement Le monde étrange des contactés, ouvrage dans lequel il va parler d'un certain nombre d'enquêtes qu'il a faites au Brésil, aux États-Unis, au Québec bien sûr, en Suisse, puis aussi en France. Il reviendra notamment sur l'affaire Sergi Pontoise, où il apportera des éléments supplémentaires qui vont tout à fait dans le sens du fait qu'il sait passer quelque chose. Ok, Jean-Pierre Pernaut est un escroc. Jean-Pierre Prévost, ma langue a fourché. Ok, effectivement, Franck Fontaine a fait un peu de prison parce qu'il y a eu le menu larcin, etc. Mais ça n'enlève pas sur le fond qu'il s'est vraiment passé les choses avec des effets physiques et des points communs à l'autre bout du monde. 87, c'est le retour de Jimmy Guilleux, l'écrivain. Oui, alors juste avant, pour rester dans Le monde étrange des contactés, il y a aussi une partie du livre qui est extrêmement intéressante, puisqu'il va y parler d'un phénomène dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est le survol des sites militaires ou nucléaires civils par des ovnis. Voilà. En France, lui, il va recevoir énormément de témoignages liés au plateau d'Albion, alors qui aujourd'hui est affecté, mais à l'époque, le plateau d'Albion, c'était le site de missiles qui est orienté effectivement plein Est, et qui servait dans le système de défense de la France. D'ailleurs, il dira dans une émission Les Portes du Futur qu'il avait rencontré des spéléos qui étaient descendus dans le plateau d'Albion et que ces spéléos, l'un des spéléos était tombé sur une salle assez incroyable qui abritait des choses qu'il n'avait pas l'habitude de voir et qu'il avait voulu 15 jours plus tard y redescendre avec une caméra et un appareil photo et que la salle avait été sous terre bouchée par du béton. Donc voilà, donc tout cela est à voir et à revoir bien sûr sur les réseaux sociaux. Les Chevaliers de Lumière, 1987, c'est le retour de Jimmy Guilleux. C'est le retour de Jimmy Guilleux, l'écrivain. Ouais, c'est ça. Qu'effectivement, d'abord, il a consacré du temps à ses enquêtes, à son ouvrage documentaire qui a fait du bruit et qui est un ouvrage de bonne qualité qu'on peut vraiment recommander à tout le monde. Et là, en 1987, il va revenir avec son héros Gilles Novak, et cette fois-ci, il sera plus seul. C'est-à-dire que Gilles Novak va être entouré d'un des personnages centraux d'un roman de 58 qui s'appelle La Force sans visage, dont j'ai parlé dans la précédente émission, lié à l'antigravitation, et d'une race d'extraterrestres qui sont les centauriens. Et là, tous ces gens-là vont s'assembler toujours dans une optique de justice liée à l'idéal templier, puisque les Chevaliers de Lumière, c'est lié aussi aux Templiers qui sont réfugiés dans un univers parallèle,
c'est l'Ordre Vert de 1969. Donc voilà, La Force sans visage, l'Ordre Vert, Gilles Novak, tout ça fusionné donne Les Chevaliers de Lumière, avec 10 romans, qui sont des romans où on va avoir, alors bien sûr, l'ufologie. Le premier numéro, La Force Noire, c'est ça se passe au plateau d'Albion, avec des observations d'OVNI, une partie qui se passe aussi au Québec, mais qui est passionnant. C'est un roman extrêmement passionnant. Il en sort des bouquins quand même. Ah bah, d'abord, tu sais, quand c'est ton métier, si tu veux manger, si tu veux vivre, si tu veux voyager, et tu écris. Il est quand même inspiré, quoi, quand même. Oui, alors il est inspiré en tous les sens du terme. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que Jimmy, en moyenne, il écrit 4 romans par an. C'est énorme, quoi. C'est énorme, Mais tu sais, t'en as qu'on fait plus, Tu en as qui écrivaient un roman en une quinzaine de jours, Alors, faut savoir qu'au Fleuve Noir, à l'époque, un roman, c'était quoi? C'était à peu près 200 pages. Ça s'écrit relativement rapidement. Bon. Donc, certains en ont publié plus de 600. Je pense à Georgie Arnaud, qui est l'auteur d'une saga fleuve qui s'appelle La Compagnie des Glaces. Il a écrit plus de 600 romans. Tu vois, donc tu as des gens très prolifiques. Et Jimmy était aussi quelqu'un de très inspiré. Donc, c'est intéressant que tu en parles, parce que plusieurs fois dans ses romans, il a décrit des choses à l'avance. La guerre du Golfe, l'importance effectivement des mafias pétrolières pour empêcher l'émergence de l'antigravitation. C'est La Force sans visage, c'est 58 déjà, on en parle beaucoup aujourd'hui. Il a anticipé beaucoup de choses, je parlais des reptiliens en 54 dans L'Homme de l'espace. Enfin, il y a plein de choses comme ça pour lesquelles il était un précurseur. 1988, il va devenir directeur de collection les maîtres français de la SF, c'est-à-dire que c'est 1988-91, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et puis 88, c'est aussi une date importante parce qu'il va commencer à parler des EBE, pardon. Les IBI. Les IBI, comme il les appelle. Alors, j'avais jamais entendu parler. Avant de me plonger dans la vie de Jimmy Guilleux, je n'avais jamais entendu, et je suis franc, de parler de ces IBI. Voilà, c'est ce qui va faire vraiment les gorges chaudes et qui va être à l'origine de 2 superbes romans de Jimmy, surtout le premier, IBI Alerte Rouge. Alors, replongeons-nous un petit peu dans le passé. 87-88, Jimmy reçoit des informations en provenance des États-Unis, où il a de nombreux informateurs. L'Australie, les USA, la Grande-Bretagne, tous les pays anglo-saxons avec lesquels il est en relation. Ces pays-là vont lui faire remonter des informations, et notamment la fameuse horrible vérité, entre guillemets, d'un certain John Lear. Alors, qui est John Lear? C'est un ancien pilote, fils donc, de celui qui possédait les entreprises Lear, qui étaient les entreprises donc, de transport, d'aviation. Et John Lear a aussi travaillé pour les services secrets. Bon. Et il se trouve qu'au début des années 90, on va avoir beaucoup de gens qui vont parler donc, de témoignages, d'OVNI, qu'on aurait récupérés à la suite de crash, de contacts passés avec un certain nombre de races extraterrestres. Or, curieusement, tous ces gens-là sont des gens qui ont travaillé pour les services secrets. Alors oui, effectivement, quand tu travailles dans les services secrets, tu es logiquement bien informé. Mais qui pourrait être aussi de la désinformation. Bon, donc Jimmy, à l'époque, répercute cette information-là sans trop se poser de questions, même si c'est quelqu'un qui vérifiait quand même plutôt les informations, surtout quand il faisait des enquêtes de terrain. Mais là, pour le coup, il va plutôt faire confiance à ses témoignages et ses alliés américains pour diffuser cette information en France. Donc, ça commence par un numéro d'un magazine qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait Le Monde Inconnu. Et dans le numéro 100, voilà, il va effectivement diffuser un article où il va parler des IBI, cette race extraterrestre, petite, à grosse tête, avec des yeux globuleux et étirés sur les tempes, chose qu'on appelle les gris aujourd'hui, qui va appeler plutôt petit gris, short greys en anglais. Et surtout à l'époque, ces êtres-là, c'est un terme IBI, donc pour entité biologique extraterrestre, je vais le dire en français. C'est un terme qui était forgé par un Américain qui s'appelle Detlev Bronk à la fin de la guerre mondiale, quand effectivement il y a eu des crashs, donc le fameux crash de Roswell, mais il y en a eu quelques autres, et Detlev Bronk, c'est pas facile à prononcer, va effectivement baptiser ces êtres IBI, pour entité biologique extraterrestre. Donc Jimmy va reprendre ce terme, va s'en servir effectivement pour créer 2 romans. Alors ça devait être une trilogie au départ, puis finalement il va partir sur autre chose après, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, il va en faire 2 romans. Le premier, IBI Alerte Rouge, va très bien marcher. Il faut dire que Jimmy, effectivement, va partir sur tous les plateaux de télé, radio, etc. Chavannes, il va tout faire. Donc, voilà, c'est clair. Là, ça va lui ouvrir quand même les portes, parce que là, c'est-à-dire que autant on admettait quand même dans les années 80, le côté OVNI, etc., mais comme on le fait aujourd'hui encore, des phénomènes aériens non expliqués, non répertoriés, non catalogués, non identifiés, mais le pas extraterrestre, il va le franchir avec ses IBI, là, et en fait, ça va quand même à la fois intéresser
mais aussi ça va lui... Il y a des moqueries qui vont arriver quand même, parce que voilà... le surtout côté quand tu es invité dans des émissions où le but, enfin des talk shows où le but c'est de faire rire le public, tu penses bien que les interviews... De Chavannes qui est très intéressé, parce que je te dis, j'ai bossé, donc très intéressé par le sujet, mais qui était obligé de toute façon d'en faire un spectacle. Hein, donc, voilà, donc, malheureusement. Donc ce qui est dommage, c'est que De Chavannes, bon, il va être invité plusieurs fois, hein, je crois 6, hein, si je ne me trompe pas. Et comme Petit, comme beaucoup de gens. Oui, bien sûr, tout à fait, parce que c'était le public de l'époque qui intervenait sur ce sujet-là. Et je sais que dans un ouvrage posthume, hein, j'en parlerai tout à l'heure, Jimmy va revenir sur les émissions de Chavannes. Il va regretter voilà. Non, il ne va pas regretter, mais il va juste dire qu'il y a eu des pièges qui ont été faits. Il a reçu le conducteur de l'émission voilà, de manière un petit peu détournée, et il a su qu'il y avait des pièges qui étaient préparés, tu vois. Et en fait, surtout, lors de sa dernière apparition sur une émission, il n'a pas été remboursé des frais de train, d'hôtel que lui devait De Chavannes, tu vois. Donc c'est sûr qu'il avait un petit peu mauvaise. Voilà. Puis il va attaquer les Bonaldi, tous ces gens-là qui sont des gens un petit peu rationalistes sur les bords quand même, hein, qui sont là pour servir la soupe et qui sans arrêt rassurent le public. Oui, puis surtout, ils sont là pour faire le show et ils ne veulent pas être acoquinés, ou en tout cas estampillés, ufologues ou allumés, comme on les appelait à l'époque, hein, de toute façon. Alors effectivement, donc il va être sur le plateau de Chavannes, dans de nombreuses émissions de télé, de radio, etc. Et puis, en 1991, donc, il y a un deuxième IBI, un IBI 2. Là, c'est l'entité noire. Dandamuka. C'est une ville d'Australie, hein, parce qu'une partie de l'histoire se passe en Australie. Voilà, bon, c'est intéressant. Le premier est vraiment le meilleur, hein. IBI Alerte Rouge, très très bon roman qui se passe aux États-Unis, très très riche en matière ufologique, avec des tas d'exemples, etc. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je le recommande. Alors on ne le trouve plus dans le commerce, mais en cherchant bien en occasion, on peut le trouver. BTLV présente Les Rencontres du Mystère et de l'Inexpliqué, 11e édition. Les 16 et 17 avril 2026, retrouvez les plus grands spécialistes du paranormal sur la scène du Forum 104 à Paris. Maxence Layet, OVNI, l'hypothèse extraterrestre. Patricia Serin, à la découverte des enfants indigos. Geoffrey Clostrio, les artefacts de l'impossible. Jean-Patrick Pourtal, les grandes histoires du sacré. L'équipe du Crêpe, à la poursuite des fantômes. François Garigeau, OVNI, des affaires étrangères. Braji Belovac, le mystère du dogman. Agnès Thévenin, les enfants des étoiles. Egon Kragel, OVNI, de mystérieuses machines volantes. Patrick Sbalquiero, les grands mystiques du monde. Les Rencontres du Mystère et de l'Inexpliqué 11, les 16 et 17 avril. 10 conférences exceptionnelles pour ne plus jamais dire je ne savais pas. Infos et réservations sur btlv.fr ou avec le lien dans le chat. Alors là, on va rentrer dans tous les extraits que je vous ai proposés, parce qu'on arrive en 1991 et il va en fait produire 14 cassettes vidéo. On est dans des cassettes vidéo quand même. C'est-à-dire il s'affranchit de la télévision, il va créer des cassettes vidéo. C'est-à-dire qu'il crée la VOD avant la VOD, c'est-à-dire qu'il est quand même précurseur. Hein. Encore une fois. Il crée un produit alternatif et complémentaire à la télévision de l'époque, parce qu'il a compris que finalement il fallait s'affranchir de tout cela pour pouvoir dire ce qu'on avait envie de dire, avec une liberté d'expression incroyable. Ça s'appelle Les Portes du Futur. Je voudrais avoir ton avis là-dessus, parce que effectivement ça n'a pas bougé. Il va avoir un regard sur la communauté scientifique assez particulier. Il a toujours eu un problème avec la communauté scientifique, bien qu'il ait eu des amis scientifiques qui ont travaillé sur le sujet. Bien sûr. Tu as des scientifiques ouverts et des scientifiques fermés. Ce qu'on appelait les rationalistes, voilà. On pourrait les appeler Diafoirus, hein, si tu veux, comme à l'époque de Molière. Donc en fait, ces gens-là, les rationalistes, l'ont tout le temps critiqué. Alors ça a été des astronomes, ça a été des physiciens, des astrophysiciens. Parce qu'en plus, il n'était pas scientifique lui-même. Non, bien sûr. Alors, il avait un vernis, quelqu'un qui se documentait énormément. Parce que quand tu écris de la SF, à un moment donné, si tu n'as pas de culture scientifique, ça ne marche pas. Bien sûr. Voilà, il faut bien le dire. Surtout, c'est vraiment les années 50 qui ont quand même vraiment des contenus un peu scientifiques. Après, un petit peu moins. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui est vraiment très ouvert, qui a, comme on l'a dit à l'époque, la 91, il a 44 ans d'expérience. En clair, il en aura à sa mort plus de 50, tu vois, voire 60. Non, plus de 50. Donc en tout cas, c'est quelqu'un qui a une longue tradition, qui a une longue habitude de parler en public, de faire des conférences, de faire de la radio, d'intervenir devant un public. Donc voilà, donc oui, il n'a pas peur, il y va. Il prend parfois quelques précautions d'usage quand même, hein, il n'est pas fou. C'est vraiment quelqu'un qui est sain d'esprit, qui a les pieds sur terre. Mais ce qu'il dit parfois peut déranger, effectivement. Et puis surtout, le fait qu'il prenne
la production d'émissions à destination du public qui vont les acheter, puisque de toute façon, c'est pas sur la télévision classique, ça lui permet de dire ce qu'il a envie de dire, même s'il prend quelques précautions, comme tu le soulignais. Et là, il va parler, bien évidemment, et on va avoir un extrait du professeur Bougnas, parce que lui a compté dans la vie de Jimmy Guilleux, quand même. Ouais. Alors, Michel Bougnas, c'est pas forcément un fidèle, mais en tout cas, c'est quelqu'un qu'il a rencontré au début des années 80. Ça va être un marqueur, quoi. Voilà. Alors, tu sais que c'est suite à l'affaire de Trans-en-Provence. Bien sûr. Trans-en-Provence, rappelons brièvement l'histoire. Un ovni se pose donc dans une demeure face à celle de Renato Nicolai, le témoin. Ouais. Il va laisser des traces sur le sol avec des végétaux qui seront brûlés, marqués. Et on confiera donc, alors ce sera le GEPAN de l'époque, on n'en a pas parlé, mais on touchera 2 mots tout à l'heure aussi. Donc des extraits. Parler dans les extraits que j'ai choisis. On va en parler, effectivement. Ouais. Donc il touchera, enfin, le professeur Bougnas recevra des extraits des végétaux envoyés par le GEPAN pour analyse. Et là, le professeur Bougnas, qui est un biochimiste et spécialiste, effectivement, de tout ce qui est étude des plantes, il va révéler qu'il y a bien eu une affectation au niveau du patrimoine génétique des plantes. Ce qui est très fort de la part du professeur Bougnas, c'est qu'il arrive à parler et d'expliquer que c'est pas terrestre, il le dit très que ce qu'a vu Renato Nicolai et ce qu'il a décrit, c'est certainement ce qu'il a, mais tout en prenant la précaution en disant je ne sais pas si c'est extraterrestre. Ouais. Mais force est de constater que les analyses là montrent qu'il y a un vrai bouleversement biologique. C'est une preuve, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on parle d'une affectation de l'entourage, de l'environnement, là on a une preuve d'un effet physique. Bien sûr. Donc preuve d'un effet physique qui pourrait être logiquement ce qui correspond à ce que dit le témoin. Voilà. Quelle explication donner? Bien sûr. Voilà, c'est ça la question. Ils ont des débris et ils ont surtout des bouts de corps humains qu'ils ont eu, enfin de corps humains, de corps de passagers. Quoi, voilà. Mais tu sais, depuis les années 50, on en parle. Dans L'Homme de l'espace, Jimmy met en préambule effectivement un court extrait où il parle du fait que un général aurait rapporté qu'il y aurait eu un ovni écrasé avec des corps qui auraient été récupérés. Ouais. Donc ça, c'est en préambule de son roman de 1954, L'Homme de l'espace. Ouais. Donc tu vois, c'est pas nouveau. Alors Roswell, bien sûr, il n'en a pas eu connaissance à l'époque. Roswell, Jimmy va pas en parler dans les romans, les ouvrages documentaires dont on a parlé là, ni dans ses romans d'ailleurs. Par contre, il en parlera dans un ouvrage posthume, dont je parlerai tout à l'heure. Voilà, parce que effectivement, c'est venu tard, parce que l'information, elle s'est su début des années 80, qui est un ouvrage effectivement de William Moore et j'oublie le co-auteur, ça va me revenir. Et puis bien sûr dans les années 90, ça va revenir. On va beaucoup en parler de Roswell et Jimmy ne pouvait pas ne pas en parler évidemment. Voilà, mais pendant toute sa période d'enquête, c'est-à-dire des années 50 aux années début des années 90, il n'a pas beaucoup d'informations sur Roswell. OVNI, paranormal, mystères archéologiques, en replay et podcast. BTLV, explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu. Donc il voit bien que là, il nous dit attention à ce que nous donnent comme information les médias qui sont à la solde finalement des scientifiques qui eux-mêmes sont à la solde des gouvernements. Donc on voit bien qu'il y a une désinformation déjà à l'époque, un debunking, etc. Sans forcément que les médias en soient conscients, parce qu'en fait on voit bien, comme dans le projet Blue Book, que finalement il y a des scientifiques qui vont débunker les choses et qui vont pas forcément donner les bonnes infos pour qu'elles soient relayées par les médias. Donc, et puis tu sais comme moi qu'il y a une autocensure sur ces sujets-là. Bien sûr. Quand tu es journaliste, présentateur télé, radio, etc., tu peux pas laisser n'importe qui dire n'importe quoi, tu es bien placé pour le savoir. Bien sûr, ouais. Et puis, évidemment, parler de petits hommes verts, de reptiliens, de je ne sais quoi, ça peut prêter à sourire, ça peut parfois effrayer certains. Donc évidemment, un rédac chef, dans une émission télé, radio, journal, etc., bien sûr, a une responsabilité. Donc on ne peut pas laisser dire n'importe quoi. Donc les journalistes, les médias, de manière générale, soit vont censurer et ne vont pas diffuser l'information, ça va être beaucoup utilisé, soit effectivement vont le jouer mi-figue mi-raisin en plaisantant. Parce qu'on voit par exemple Paris Match tous les ans fait un super sujet pendant l'été sur les ovnis parce qu'on sait que ça marche bien. D'ailleurs sur son site, Paris Match balance aussi quelques informations sur les ovnis. Donc on voit que ce sont des marronniers, que ça marche toujours, que ça intéresse le public. Et ça se vend. Et BTLV en est la preuve, parce que des gens s'abonnent pour avoir des émissions sur les ovnis. Et donc, malgré tout, on en parle, mais avec toujours un peu de prudence. Mais, puisque tu parlais des grilles et des ibis, finalement, il va aller à la rencontre, en tout cas avec cette émission, d'un certain George Andrews, qui lui va révéler qu'il y a eu des accords passés entre le gouvernement américain et les fameux grilles qui, en échange d'informations techniques et
et technologiques auraient le droit d'observer scientifiquement des animaux, mais aussi des êtres humains. Et certains ne sont jamais revenus, c'est ce qu'il dit, quand même. C'est juste surréaliste. En clair, si tu veux, effectivement, donc en échange, donc une autorisation de circuler en notre atmosphère, d'enlever quelques individus, de faire des prélèvements sur des bêtes, du bétail, eh ben, ils vont recevoir normalement, c'est ce qui se dit, c'est l'information qui circule. Est-ce qu'elle est véridique? Il y a de grandes chances que ce soit vrai aujourd'hui, parce qu'on sait très bien que juste après-guerre, on va observer des choses surprenantes. On va avoir des technologies surprenantes qui vont arriver. Ça va être le microprocesseur, ça va être effectivement la puce à transistor. Et ça, ce qui est curieux, c'est qu'en 1947, il y avait aucun développement, aucun écrit scientifique sur ce sujet-là. On était sur les tubes à vide à l'époque. Voilà. Donc on a eu une rupture technologique, un changement de paradigme, on va dire. Et ça, on se demande d'où ça vient. Comme la fibre. Première chose. J'allais y venir, effectivement. On a beaucoup parlé de la fibre optique, du laser, du Kevlar, enfin plein de choses, plein de technologies qu'on n'avait pas à l'époque et qui pourraient, et ça c'est le colonel Corso, qui va le révéler au début des années 90, ou fin des années 90, il me semble que c'est 97, 98, si mes souvenirs sont bons. Colonel Corso, qui avait 90 et quelques années quand il va révéler tout ça, quand il va écrire en collaboration son premier livre sur le sujet. Il y aura un deuxième qui a priori ne sortira pas. Pourquoi d'ailleurs? Enfin bref. Donc effectivement, on a toutes ces informations-là qui sortent dans le courant des années 90. Roswell, ce qu'on aurait retiré effectivement du crash, et des contrats avec des entités qui seraient dans des bases souterraines. Voilà. Donc Jimmy, effectivement, va essayer de diffuser ces informations, qui tournent beaucoup aux États-Unis. Alors à l'époque, début des années 90, il n'y a toujours pas Internet. Ça arrive à la fin des années 90, Internet. Donc effectivement, il va diffuser cette information-là, à ses risques et périls, parce qu'encore une fois, dans les vidéocassettes qu'il présente, il va très loin. Et certains vont taxer effectivement de conspirationnistes. Oui, bien sûr. Voilà. Quand il dit les gouvernements nous mentent, mais ça, on de ne toute dit façon, pas la vérité, dans le sujet etc. OVNI, ils nous mentent forcément. Voilà, il y a une censure à ce sujet-là, c'est clair. Donc de toute façon, si c'est ça le conspirationnisme, alors tous les ufologues sont conspirationnistes. Ça c'est clair. Ensuite, jusqu'à quel degré va la conspiration? C'est-à-dire, est-ce que c'est juste cacher de l'information, ou est-ce que ça va jusqu'à une certaine collaboration avec des entités exogènes, quelle que soit leur origine? Voilà, là est la question. 14 cassettes vidéo, donc les portes du futur. Voilà, donc on rentre 91 et 95. Sur l'ufologie. Il y en aura 5 ou 6 d'ailleurs. Je crois que c'est 5 sur l'ufologie. Et tout le reste, ça va être sur des sujets comme Rennes-le-Château, il y aura 2 cassettes. D'autres comme les réincarnations, avec une interview de Paco Rabanne d'ailleurs. Mais finalement c'était un précurseur de BTLV, c'est-à-dire qu'en fait, il partait d'un sujet qui est celui des ovnis, mais fatalement tu t'ouvres, tu vas avoir sur tous les mystères, les Templiers, les Rennes-le-Château, la réincarnation, les expériences de mort imminente, bien sûr, le spectre du mystère et de l'inexpliqué est large. C'est ça, mais tu sais, tout à l'heure je te disais que Jimmy était un pionnier, pionnier d'ufologie. Il a commencé à intervenir dans les médias de l'époque, c'est-à-dire la radio, la télé, la presse, bien sûr. Il écrit des romans pour toucher un public plus large. Et après, quand il a vu qu'il y avait une certaine censure à la télévision, quand il a vu qu'il y avait des cassettes vidéo qui pouvaient se vendre comme ça dans le circuit commercial, il s'est dit, banco, pourquoi pas développer ce sujet-là avec une maison de production? Il avait créé Netflix avant Netflix. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, encore une fois, c'est un précurseur sur ta chaîne et tous les contenus, toutes les chaînes YouTube qu'on trouve aujourd'hui, ils sont en accès libre. Sauf que là, lui, il avait un énorme avantage, c'est qu'il faisait il faisait la publicité de sa chaîne, de ses vidéocassettes, dans ses romans de l'époque, tu vois, ceux qui étaient édités ou réédités. Donc il avait un support qui lui permettait de toucher un public large, bien ciblé, puisqu'il s'intéressait aux sujets qui étaient les siens, qui étaient dans les romans. Donc comme ça, il a pu vendre un certain nombre de vidéocassettes. Alors, je ne sais pas quel nombre, mais pour qu'il y en ait eu 14, je pense que oui, ça a marché quand même un certain temps. 92, 93, 94, 96, 97, il va y avoir pas mal de choses. Il va faire un premier roman en collaboration. Voilà, alors en fait, à cette époque-là, on a le Jimmy Dilleux qui va vraiment revenir à l'ufologie. De base, il va beaucoup parler, il va beaucoup intervenir sur les chaînes radio, télé, etc. Ses vidéocassettes, bien sûr, pour qu'il ait une liberté totale, sans entrave. Et il va commencer à avoir de l'argent, je ne vais pas dire sans rien faire, ce serait pas vrai, mais en tout cas, il va quelque part vendre une partie de ses droits d'auteur. Il va faire venir un certain nombre d'auteurs qui vont écrire les romans à sa place, avec ses personnages. Lui se réserve un droit de regard sur les romans, mais ce sont les auteurs en collaboration qui vont écrire pour Jimmy
dans la fameuse collection SF Jimmy Guilleux. Pourquoi fait-il ça? Parce qu'il est fatigué, parce qu'il a plus la moelle, parce qu'il est... Alors, il y a plusieurs choses. La première, effectivement... Parce que là, il utilise ce qu'on appelle des nègres, c'est-à-dire que dans l'édition, ça nègre existe littéraire, depuis toujours, voilà, des nègres littéraires, exactement. bien évidemment. Sauf que le nom apparaît quand même, hein, c'est marqué en collaboration avec. Bon, on ne sait pas jusqu'à quel point se pousse la collaboration. Au début, je pense qu'il était assez interventionniste, et par la suite, ça va décroître, il aura qu'un regard très lointain, parce qu'à un moment donné, il aura aussi des problèmes de santé vers la fin des années 90. Donc ça aussi, ça va être quelque chose d'intéressant pour lui, de savoir qu'il il gagne de l'argent en tant qu'auteur, il n'a pas de droit au chômage. En fait, il vend son nom, quoi, c'est ça. Voilà, c'est ça, il vend son nom, c'est devenu une marque commerciale. D'ailleurs, si tu regardes bien ses romans, ses vidéocassettes, etc., tu as le logo Jimmy Guilleux dans un rectangle, c'est devenu une marque commerciale. Donc quelque part, ça se vend bien, c'est un produit. Alors c'est un homme, il y a des idées, mais c'est aussi un produit. Ce que critiqueront certains d'ailleurs, hein, quelque part, tu vois. Mais en tout cas, pour lui, ça lui permet de vivre, tout en consacrant du temps aux enquêtes. Parce que ce qui l'intéresse, c'est ça, c'est dénoncer les conspirations gouvernementales dans l'ufologie et d'une manière générale. Voilà. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à partir de 92, donc premier roman en collaboration, 93, on va avoir 94, il va diriger à nouveau une collection Presse de la Cité, voilà, où il va faire éditer des ouvrages comme le premier ouvrage de John Mack, voilà, un ouvrage vraiment intéressant, enfin les deux le sont, hein. Mais John Mack, c'est un psychiatre américain qui, sur intervention de Bud Hopkins, autre ufologue et pionnier de la des régressions hypnotiques sous hypnose pour enquêter sur les cas d'abduction, hein, donc d'enlèvement, il va soumettre quelques cas à ce psychiatre en lui disant « Voilà, qu'est-ce que toi tu en penses en tant que spécialiste des maladies mentales et du psychisme ?» Et il se trouve que sur les premiers cas qu'il va rencontrer, il va leur trouver un point commun. Ils vont tous souffrir d'un stress post-traumatique. Ça veut dire que ces gens-là ne peuvent pas inventer ça, ils ont réellement vécu quelque chose et leur chair, leur psychisme en est marqué. Voilà. Donc c'est là que lui va commencer à s'intéresser à ça, qu'il va les faire régresser, ou alors s'ils ont des souvenirs conscients, les questionner, il va enquêter. Il ira par exemple en Afrique du Sud et au Zimbabwe en 94. Il y a le fameux cas d'Ariel School, tu vois, où il va aller rencontrer des enfants. Ça, bien sûr, voilà, c'est cette histoire-là, qui devrait donner un documentaire très bientôt, je ne sais pas quand. Ça fait longtemps qu'on l'annonce. Hein. Oui, je sais, mais j'en sais pas plus. BTLV et Pandora Evans présentent le premier dîner médium. Le 11 décembre à Bordeaux, passez une soirée spirituelle exceptionnelle. Avec les médiums Elodie Ridolfi et Candice Medium, vivez un programme riche en émotions. Consultation de tarot, contact avec les défunts, séance de voyance, dîner convivial, conférences inspirantes. Le 11 décembre dès 19h, ne manquez pas le premier dîner médium au Bistrot 111 à Bordeaux. Infos et réservations sur btlv.fr ou avec le lien dans le chat. BTLV, explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu. Alors, il va éditer aux Presses de la Cité des gens comme aussi David Jacobs, hein, qu'on a reçu ici sur BTLV, hein, donc voilà, avec Myriam Belmire. Et que nous aussi, nous avons eu en différé au repas ufologique. Voilà, donc David Jacobs qui va très très loin dans ses propos, hein, sur l'hybridation, etc. Mais ça reste encore ses propos, nous on ne condamne pas, on laisse parler les gens. Et puis 96, Psy Boys, l'enfant du cosmos. Voilà, donc là après, il va rester sur des romans en grand format. Parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que pendant longtemps, Jimmy a publié en poche au Fleuve Noir ou chez d'autres éditeurs. Et à partir de 90, avec donc le premier Ribi, il va publier en grand format. Alors, pourquoi une distinction poche-grand format? C'est que, pour la raison bien simple, c'est que pour un auteur, en grand format, on gagne plus. On a plus de droits d'auteur. Donc pour lui, c'est intéressant. En plus, il va passer dans beaucoup de médias, donc il va en vendre, je crois que j'ai le chiffre de 40 000 ventes, ce qui est pas mal. Hein. Pour l'époque, c'est pas mal. Hein. Voilà, c'est même une bonne vente. Aujourd'hui, hein, je peux te dire qu'un auteur aujourd'hui, quand tu vends 3 000 livres, t'es content. Il est content, je sais. Surtout en ce domaine-là. Donc, effectivement, voilà, il va vraiment vendre. Il va revenir à faire des ouvrages en gros format. Là, en 96, avec Psy-Boy, il se lance dans un roman jeunesse. Il revient sur des choses qu'il a fait donc à l'époque chez Marabout, au début des années 60. Voilà, il lance une collection qui s'appelle Les Chevaliers de la Licorne, je crois. Et puis en fait, il n'y aura qu'un roman parce qu'il ne va pas très bien marcher, il ne va pas trouver son public. Parce que les jeunes ne vont pas être forcément intéressés par ce sujet-là. Et puis les plus âgés, peut-être un peu moins. Voilà, donc ils ne se vendent pas très bien. Et l'année suivante, il va sortir un ouvrage qui était longtemps resté dans son tiroir, parce qu'au départ, il voulait en faire un film. C'était un scénario de film. Et en fait, il va le sortir, et ce roman s'appellera Un terrestre extra. Jeu de mots classique, s'il en est, mais qui parle beaucoup. Et dans cet ouvrage-là,
qui est en fait certainement l'un de ses ouvrages les moins connus et qui s'est diffusé à très peu d'exemplaires. Je crois qu'il y a à peu près 1000 exemplaires qui sont écoulés. Pourquoi? Parce que c'était une nouvelle maison édition et en fait que Jimmy connaissait. Et voilà, la diffusion n'a pas été très très bonne. Ouais, malheureusement, ce roman est très peu connu, alors que Jimmy, là, encore une fois, allait dans un registre différent aussi, où il tablait sur le registre de l'humour, dans un roman qui est proche du bouquin de Fallet avec La soupe aux choux. On est vraiment dans un village de Provence, où il y a beaucoup d'humour, il y a des extraterrestres qui arrivent. Enfin, voilà, je pense que s'il avait été davantage distribué, il serait resté, parce que ça aurait été un bon roman aussi. Et il va avoir des problèmes de santé, ça va commencer à arriver. Voilà, malheureusement, vers le milieu des années 90, Jimmy commence à avoir des soucis de santé, avec un cancer qui va malheureusement croître, des rémissions, puis ça revient. Je sais que pendant cette période-là, effectivement, il va commencer à écrire donc un ouvrage, un nouvel ouvrage documentaire, qui restera posthume, parce qu'il ne trouvera pas d'éditeur. Il s'appellera donc E.T. OVNI E.T. Il y a un autre titre, je n'ai plus en tête, mais ça va me revenir. Voilà, donc cet ouvrage-là, en fait, il ne sera pas diffusé, il fuitera sur Internet à un moment donné. Donc dans cet ouvrage, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, pendant à peu près un tiers, donc au début de l'ouvrage, il va revenir sur des thématiques qui lui sont chères et dont il a parlé dans les années 50. En gros, c'est tout ce qui est anciens astronautes. Voilà. Donc ça, c'est un thème qui lui est à cœur parce qu'il en a parlé dans les années 50. Là, il va revenir sur effectivement le fameux fronton d'Abydos, tu sais, c'est ce sous-marin, cet hélicoptère. Il y a un avion aussi, je crois. Donc voilà, il va parler de ça, il va parler d'un certain nombre de traces physiques, il va parler de quoi d'autre, enfin, je ne sais plus, mais en tout cas, il y a beaucoup de, comme ça, sur au moins les 3 premiers chapitres, il parle comme ça, donc de traces d'anciens astronautes. Et puis ensuite, bien sûr, il va parler un petit peu de Roswell, des révélations du colonel Corso. Et puis bien sûr, il va régler ses comptes. Voilà. Parce qu'on est sur un ouvrage posthume. Beaucoup. Voilà. Alors, il va parler aussi de ses mémoires. Comme un jour, Jean-Pierre Petit l'a fait sur BTLV, dans une émission Fleuve. Exactement, je m'en souviens. Donc, effectivement, il va régler ses comptes avec le GEPAN, parce qu'on n'en a pas parlé. Mais le GEPAN, quand il va se créer en 77, donc Jimmy fait partie des gens qui sont invités. Bon, voilà. Sauf qu'il va très vite comprendre qu'il y a des psychologues, il y a des scientifiques, etc., qui sont invités, et il y a beaucoup de demi-mesures, il y a beaucoup de... Il prend beaucoup de gants. Voilà, c'est ça. Donc il va très vite comprendre qu'en clair, on va noyer le poisson. Et sur un organisme payé sur les fonds de l'État, évidemment, ce qu'il appelle les cochons de payants. Voilà. C'est les cochons de payants. Voilà, c'est une expression qu'il utilisera beaucoup. Et en fait, donc il va commencer à critiquer le GEPAN parce que effectivement, non seulement ils vont censurer un certain nombre d'informations, des enquêtes n'iront pas jusqu'au bout. Et ce qu'il faut se dire, c'est que ils vont beaucoup critiquer l'affaire Sergi Pontoise. Ouais, bien sûr. Donc c'est à partir de là où effectivement il va avoir le GEPAN dans le nez et ça ne va pas s'arranger au fil des années, quel que soit le directeur du GEPAN. Voilà. Alors le 2 janvier 2000, il va décéder. Voilà. Malheureusement, voilà, Jimmy va mourir à l'aube d'une ère nouvelle, nouveau millénaire. Ouais. On sait très bien que l'an 2000, pour tous les auteurs de science-fiction, c'était un avenir radieux, meilleur, avec des voitures volantes, on irait dans l'espace, etc. Mais par contre, malheureusement non. Et puis c'est une dizaine un peu pauvre dans le mystère et l'inexpliqué quand même, parce qu'on a eu pas mal de problèmes avec des sectes, etc. Et donc on a un peu balayé le côté mystérieux et BTLV n'existe pas encore. Et d'ailleurs, moi, quand j'arrive en 2013, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'en fait, même sur la toile, il n'y a plus rien. On va au rayon ésotérique de la FNAC, il y a 3 étagères. Aujourd'hui, il y en a des centaines. Il n'y a pas l'Internet, il n'y a pas les chaînes qui se sont créées. On relance un peu le truc avec BTLV, ça n'existe pas. Il y avait Radio Ici et Maintenant qui en parlait de temps en temps dans des émissions Fleuve, mais c'était très intimiste, très peu d'audience, etc. Et puis nous, on arrive et on refait exploser un peu le truc. Et d'ailleurs, ça marche tout de suite, puisqu'on fait une audience pas possible sur la... Et d'ailleurs, on fait tellement d'audience, mais on fait venir des gens qui ne sont pas finalement l'audience de la radio sur laquelle je suis, parce qu'on fait venir des vieux alors que je suis sur une radio jeune, et on nous demande de nous arrêter. Et donc, on crée BTLV, et à partir de là, beaucoup de gens vont s'engouffrer dans le truc, et renaît finalement l'engouement pour tous ces sujets. Et il faut dire, pour être tout à fait juste, être complet, qu'au début des années 90, alors c'est 94, on a un phénomène de société qui va arriver par une série télé qui s'appelle X-Files. Ah, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Alors, il
faut savoir que Jimmy Guilleux, à ses débuts, on l'a comparé à David Vincent, donc le héros des envahisseurs. Ah ouais, fatalement. Et plus tard, évidemment, on le comparera à Fox Mulder, bien sûr. Ouais. Donc voilà, donc ça, ce sont aussi 2 séries de fond qui passaient sur des chaînes télé de grande écoute, qui ont vraiment créé un phénomène de société. Donc 94. Mais ça restait de la fiction. Ce qui est hallucinant, c'est que ça restait de la fiction et il y avait peu dans les années, enfin c'était allé jusqu'à les années 2000, je crois. Il y a eu quoi? Alors la première série, il y a eu 9 saisons, ça s'est terminé en 99. Voilà, et ensuite Chris Carter a remis pour 2 saisons. Voilà, qui sont pas terribles d'ailleurs. Voilà. Les premiers épisodes de l'avant-dernière la 10e saison, voilà. Oui, la 11e un peu moins. Voilà, c'est ça. Et en fait, et c'est vraiment après 2010 qu'on a 13, 14, qu'on a recommencé un peu, qu'on a retrouvé un peu d'engouement sur ces... D'ailleurs, très belle émission avec Christian Doumer qui parle des séries, et on parle de Fox Mulder, bien sûr, qui était christique, qui est très christique dans son truc. Alors, il va faire de la peine à tout le monde, ce départ, à tous les gens qui s'intéressent à l'ufologie. Il faut savoir... Jimmy Guilleux, c'est le père de l'ufologie. C'est le pionnier. Enfin, voilà, il n'y en a pas 2. Il y a beaucoup de gens qui étaient autour de lui à l'époque, mais si tu veux, en termes de popularité... Voilà, c'est le père de l'ufologie aujourd'hui, on ne va pas le nier. Même s'il y a des gens comme Aimé Michel, comme Charles Garraud, Raymond Vellit, etc. Il y a effectivement plein de gens qui étaient avec lui à ses débuts, qui ont fait leur chemin, bien sûr. Voilà. Bon, il y a Jacques Vallée qui est arrivé par la suite et qui est devenu ce que l'on sait aujourd'hui. Mais en tout cas, Jimmy est certainement l'ufologue français le plus connu à l'international, et même en France. Voilà, on va dire l'Europe. J'aimerais juste, puisque Jimmy sera enterré le 6 janvier donc à la chaussée d'Ivry, donc en Normandie, il faut savoir que sur les dernières années de sa vie, Jimmy, qui était né à Aix-en-Provence, qui avait vécu quasiment toute sa vie, en fait, il supportait plus la chaleur. Il y a aussi quelques soucis cardiaques, donc il est allé vivre à la chaussée d'Ivry. Voilà, donc on est proche de la Normandie. Il y a moins de chaleur là. Il fait moins chaud, c'est sûr. Bon, je pense que ça l'arrangeait aussi peut-être pour la région parisienne, aller sur les plateaux télé, tout ça. Oui, parce c'est que moins ça loin. se passait à Paris, quoi, quand même. Voilà. Première chose, il faut savoir qu'en mars 2000, le magazine Ufomania lui rendra hommage aussi, sous la plume de Didier Gomez, que je salue au passage. Ouais. Qu'on a reçu ici, d'ailleurs, voilà. Didier Gomez. Donc en fait, je vais lire un petit extrait pour, qui parle de Jimmy. Donc je cite, « Il n'avait pas son pareil pour tenir le public en émoi, et en plus de l'homme à la forte personnalité, il était un véritable meneur et un authentique défenseur de l'ufologie sous-coupisante auprès des médias. Sa disparition est donc très préjudiciable pour les passionnés que nous sommes, car peu sont capables de rivaliser sur le plan médiatique, comme il prenait plaisir à le faire. Puisse son action incessante avoir suscité des vocations et servir la cause ufologique pour les prochaines années. Rien ne sera plus jamais comme avant sans lui, toute la communauté ufologique lui tire sa révérence. Salut l'artiste. » Voilà. Je trouvais ça très beau, tu vois, pour le garder et le lire. Voilà. Donc Jimmy, malheureusement, disparaît. Il laisse une trace qui est très très forte, effectivement. Et notamment dans le cœur d'Egon Kragel, qui a beaucoup de sympathie. Je sais, pour en parler avec lui, je sais qu'il aime beaucoup Jimmy. Donc, voilà. Alors, quelle postérité aujourd'hui pour Jimmy? Qu'est-ce qu'il laisse aujourd'hui comme héritage? Bon. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, le fait qu'il soit romancier, il a laissé en tous ses romans énormément comme ça de faits. C'est l'héritage absolu. Voilà, mais c'est ça, c'est qu'en fait, souvent, il se basait sur des faits mystérieux qu'il utilisait ou des résultats d'enquête ufologique, et souvent, il mettait une petite note en disant authentique. Voilà, ceux qui ont lu un roman de Jimmy Guilleux savent de quoi je veux parler. Alors, ça, c'est une marque de fabrique, on va dire. Première chose. Donc ça, ces romans ont touché un très large public et tous horizons. En clair, de 1952, date de son premier roman, Le Pionnier de l'Atome, jusqu'aux rééditions, avec les ouvrages écrits en collaboration, qui s'arrêtent en 2003. Parce que sa veuve, à un moment donné, disait ça n'a plus grand chose à voir avec Jimmy qui est parti il y a 3 ans. Donc voilà, donc ça va s'arrêter. Bon, pour une qualité pas mauvaise, mais qui ne retrouve pas la saveur du produit d'origine, on va dire. Voilà. Deuxième chose, c'est quelqu'un qui effectivement, de par sa longévité, on va dire, a vraiment, on va dire, arrosé plusieurs générations de passionnés, de gens qui s'intéressent au sujet. Entre 50 et la fin des années 90, il y a énormément de générations. 40 ans, quoi. Voilà, moi je sais que je m'y suis plongé au début 80. Voilà, donc effectivement, il y a beaucoup de générations qui vont le suivre ensuite derrière. Bien sûr. Bon. Qu'est-ce qu'il laisse d'autre? Alors, il y a effectivement ces ouvrages documentaires qui restent des ouvrages de référence. Bien sûr. Les soucoupes volantes viennent d'un autre monde, 54. Blackout sur les soucoupes volantes, 56. Le monde étrange des contactés, 86, qui sera réédité en 92 dans une autre collection avec un chapitre inédit, voilà, qui reprendra les éléments effectivement de William Lear, etc. Bon, voilà, qui assure un petit peu l'ouvrage d'origine, mais en tout cas celui de 86 est très très bien. Encore une fois,
plus l'ouvrage sur le livre du paranormal qui est édité en 73. Ces ouvrages ont été réédités en 92 et 93 dans les collections de poche chez Vaugirard. On doit encore les trouver d'occasion en cherchant bien sur la toile. Il y a tout ça, plus, évidemment, ce que tu as fait là en citant donc des passages des Portes de Futur, cette fabuleuse collection vidéo de 14 vidéocassettes qu'on peut trouver aujourd'hui sur Internet. Voilà, moi je sais que je les ai toutes achetées à l'époque en vidéocassette, mais c'est génial de les retrouver bien aussi sûr. Au format dématérialisé, tu vois. Bien sûr. Voilà, la preuve c'est qu'on les utilise pour créer des passages. Moi-même, il m'est arrivé d'en prendre dans une conférence au repas UFO. Donc voilà, c'est un pionnier, c'est quelqu'un qui a laissé une empreinte, qui a suscité énormément de vocations, voilà, qui a vraiment laissé une trace énorme, une empreinte énorme. Donc que dire de plus après ça, quoi. Il est incontournable. Alors bien sûr, il y a d'autres ufologues, mais on lui est tous redevables. Ouais. Tous. Mais dans tous les cas, c'était un sacré monsieur, puis ça fait partie des gens voilà, qui avaient une aura assez incroyable et qui pouvaient parler de ces sujets en les défendant, en se battant bec et ongles pour essayer de faire sortir sa vérité. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui parce que si vous avez découvert la partie 2 de ce portrait sur Jimmy Guéhu, il y a la partie 1 qu'on a enregistrée également avec Stéphane Royer. Merci Stéphane d'être venu nous parler de ce personnage. C'était un plaisir pour moi de vraiment faire revivre Jimmy pour célébrer, si tu veux, les 20 ans de son départ. Donc vraiment lui rendre hommage. Ce que j'ai fait avec un cycle de conférences au repas ufologique, avec un article qui paraît donc dans le magazine Génération Cité d'Or. Je peux déjà dire qu'il y aura quelques articles en fin d'année dans Lumière dans la nuit aussi, voilà. Et je salue son rédac-chef au passage, voilà. Et puis, évidemment, il y aura certainement d'autres manifestations. Voilà. Le sujet OVNI sera toujours à l'honneur sur BTLV, comme on vient de le faire ici avec Stéphane Royer, le représentant des repas ufologiques de Paris. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les repas UFO, c'est simple, il y a un site internet, vous cliquez et vous avez toutes les informations. On est partenaire, bien sûr, des repas UFO, on en est très fiers. Merci à vous. L'année et la saison qui s'ouvre à nous sera encore une fois magnifique sur le plan ovniesque. Et puis, il y a la libre antenne également. Je le rappelle, si vous avez vécu quelque chose, si vous avez vu quelque chose d'assez incroyable dans le ciel, eh bien, n'hésitez pas à nous en faire part. Si vous avez pris une photo, si vous avez pris une vidéo, eh bien, vous nous les envoyez. Tout cela à rédaction@btlv.fr. Bien sûr, en n'oubliant pas de laisser vos coordonnées téléphoniques afin que l'on puisse vous rappeler pour en discuter. Salut. Depuis la nuit des temps, l'homme s'interroge. Qui sommes-nous vraiment? D'où venons-nous? Sommes-nous seuls dans l'univers? Les ovnis, preuve d'une présence extraterrestre ou secret bien gardé? That we have in fact recovered discs of unknown origin and craft of unknown origin, that we have the material, that we have bodies. Le paranormal, une illusion ou une réalité qui nous échappe? On est là dans ce cadre vraiment romantique et énigmatique où tout se prête à enflammer l'imagination des visiteurs. Et donc c'est vrai que quand on approche à pied de cette magnifique demeure, on se dit que voilà, ce château est un refuge idéal pour les créatures d'outre-tombe. L'archéologie mystérieuse. Et si notre passé était différent de ce que l'on croit? Si on se dit que c'est un jumeau du Christ, ça implique quand même deux choses vraiment importantes. C'est-à-dire que d'une part, le mythe de la résurrection caduque, il n'existe pas, et que Jésus serait donc bien mort sur la croix. La spiritualité, une porte vers une autre réalité. Le monde des Templiers, ce n'est pas juste de l'ésotérisme, c'est vraiment un monde magique. Et quand je dis magique, c'est avec tout le sens qu'il faut donner à ce mot. À la frontière du connu et de l'inconnu, une seule mission, découvrir la vérité. On va aller de découverte en découverte, de surprise en surprise, et même sur des faits qui dépassent l'entendement. BTLV, explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu.